Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission spéciale élection législative avec notre invité Harry Broussillon, candidat dans la 3e circonscription, est avec nous. Harry Broussillon, bonsoir. Bonsoir. Harry Broussillon, vous avez été le maire de la commune de Petit-Bourg, ça on le sait, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Que peut-on dire de votre parcours personnel, professionnel et politique? Mon parcours personnel, il est relativement simple. Autrement dit, je suis de Petit-Bourg, j'ai fait mes classes primaires à Petit-Bourg, j'ai commencé le secondaire au lycée Carnot, puis au lycée de Bainbridge. J'ai été étudié à Bordeaux, où j'ai étudié la sociologie. Je suis parti à Paris en 1976, j'ai quitté Bordeaux pour passer ma thèse de doctorat à l'école des études en sciences sociales. Je suis rentré en Guadeloupe en 1980, j'ai travaillé d'abord à la Banque des Antilles françaises, où j'ai été cadre de banque. Puis après, j'ai enseigné à l'université. Et puis après, donc, j'ai opté pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, donc où depuis 1990, j'occupe les fonctions de directeur de formation. Ça, c'est au plan professionnel. Par ailleurs, mes activités sont la recherche sociologique, disons, axée principalement sur les questions d'organisation du travail, de management, donc la sociologie du travail et des organisations, et également passionné d'histoire, donc j'écris beaucoup également sur l'histoire de la Guadeloupe en général, mais l'histoire singulièrement de la commune de Petit-Bourg. Ensuite, je suis militant associatif. De tout temps, je l'ai été au niveau culturel, au niveau sportif. J'ai été donc joueur de foot, j'ai été entraîneur de foot, j'ai été sélectionné de l'équipe de la Guadeloupe junior. Donc voilà, j'ai une activité sportive antérieure qui est relativement dense. Et puis, à part ça, donc, je suis en politique. Je suis en politique, disons politique électorale depuis 1989, où j'ai participé à mes premières élections contre l'ancien maire de Petit-Bourg, Dominique Larifla, que j'ai fait 12 années d'opposition municipale avant de conquérir la municipalité en 2001. Et donc, j'ai perdu les élections en 2008, donc avec le nouveau maire actuel, Guy Losbar. Et depuis, donc, je continue mes activités politiques au sein de mon mouvement politique local, qui est le mouvement Agir en citoyen, qui est un mouvement politique pas traditionnel, puisqu'il est axé surtout sur l'éducation populaire. En fait, le travail qui est développé, c'est un travail de citoyenneté, de responsabilité, de solidarité. Donc, nous menons depuis, disons, notre création en 2010, des activités diverses sur la commune de Petit-Bourg, avec le but, disons, d'informer et de conscientiser. Alors, est-ce que c'est un groupe politique nationaliste, comme on dit? Non, c'est un groupe politique citoyen. Et les citoyens, il est ouvert sur la cité. Parce que l'idée, c'est que, disons, la question politique, la question fondamentalement politique, c'est la question de la citoyenneté, la question de la démocratie et la question de la solidarité. Donc, ce sont ces citoyenneté et démocratie et solidarité. Donc, c'est axé là-dessus, c'est-à-dire, en fait, c'est le côté noble de la politique sur lequel nous sommes fixés et qui prend, c'est-à-dire, en fait, nous sommes satisfaits de ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans les tribunes politiciennes. Alors justement, quand vous entendez ce débat autour de ni droite ni gauche, la mort annoncée des partis politiques, que dites-vous à cela? Non, je dis que les partis politiques ont leur sens. Ils ont leur sens et ils ont leur nécessité. Je ne suis pas de ceux qui disqualifient les partis politiques, même si je peux penser pour certains, à cause de leur enfermement, à cause de leur dogmatisme, disons, ils posent problème. Mais je sais que la politique a un sens et que les partis politiques ont un sens. Je ne suis pas non plus de ceux qui professent l'idée qu'il n'y a plus de droite et de gauche. Je pense que la droite et la gauche existent, même s'il y a des questions transversales, même s'il y a des questions notamment sur l'écologie ou autres qui peuvent être, disons, où des gens de droite ou de gauche peuvent se retrouver. Mais il n'y a pas de politicien colorino d'or, il n'y a pas de politicien, disons, qui puisse prétendre être ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. Je pense que c'est un subterfuge, je pense que c'est une posture, mais que non. Alors, ceci dit, dans les idées de droite, il y a des choses, disons, dont on peut débattre. Je sais que la gauche, pendant un temps, a été très critique et très sur la question du profit. Une remise en cause fondamentale de la question du profit. Je pense que la question du profit doit être revisitée. En tout cas, en ce qui nous concerne pour le développement de la Guadeloupe, je pense que la question du profit doit être revisitée. Alors, dans votre circonscription, la 3e, beaucoup de candidats, 23 notamment. Et la question, c'est comment est-ce que la population pourra se déterminer face à tous ces candidats? Qu'est-ce qui fera la différence?
Je pense que ce qui fera la différence, alors d'abord, sur un point de vue sur les 23, bon, certains peuvent penser que la démocratie respire, mais vous savez, on a dit que la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé le meilleur. Donc, chacun a la possibilité de dire, bon, je suis électeur, donc je suis éligible. Le contexte actuel où il y a eu des opportunités politiques pour certains, notamment pour le président de la République actuelle, disons, de se hisser au plus haut niveau, en étant inconnu il y a 2 ans, peut laisser penser à certains, donc ils ont la possibilité aussi de faire. Et puis il y a beaucoup qui se prétendent jeunes, qui sont jeunes physiquement, et qui disent, voilà, il est comme nous, il a 38 ans, comme nous, donc nous pouvons... Enfin, il va avoir 40 ans. Il peut avoir... Ouais. Alors, je dis, bon, ça c'est une manière de voir. Mais en tout cas, je pense que ce qui doit faire la différence, c'est la posture certainement, mais c'est l'engagement constant des individus et le fait qu'ils puissent se hisser à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu est important. Alors justement, Harry Broussillon tourne aussi au sein de cette élection cette notion d'expérience et de compétence. Alors, est-ce qu'il faut faire fi de tout cela? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'un député doit avoir une expérience dans la chose politique? Est-ce qu'un député doit être aussi quelqu'un qui a déjà eu, je vais dire, un parcours, qui a déjà été élu? Mais est-ce qu'il doit être aussi compétent? Un député, on pourrait avoir quelqu'un, disons, qui a une certaine expertise, qui a une vision des choses et qui l'exprime, qui pose des problèmes essentiels de la société guadeloupéenne et qui puisse, disons, pour la première fois se présenter à une élection, ça ne me pose pas de problème. Je pense que l'expérience, souvent, c'est des choses qu'on ramasse et qu'on met dans un tiroir et qu'on sort au bon moment pour dire j'ai l'expérience. Donc, ce n'est pas seulement l'expérience. Mais je crois que les problèmes qui se posent aujourd'hui en Guadeloupe sont suffisamment importants pour qu'il y ait des individus qui soient convaincus, qui soient déterminés, qui aient une vision de la société et qui aient le courage de poser les problèmes. Il faut un candidat de rupture avec le train-train actuel. Vous savez, mais quand on a fait de la politique depuis longtemps, quand on a été élu depuis longtemps, comment faire cette rupture? Justement, alors on peut la faire, c'est-à-dire il y a ceux qui ont fait de la politique depuis longtemps, mais qui ont été constamment, sans vouloir médire, mais qui ont été, disons, très souvent, disons, dans l'agenouillement. Autrement dit, on est rattaché à un parti politique en France. On est socialiste, par exemple. On se fait élire ici, et quand on arrive là-bas à l'Assemblée nationale, eh bien, on se met à défendre des idées du Parti socialiste. C'est-à-dire quand le gouvernement socialiste prend des dispositions au vote des lois, on se sent obligé d'aller dans le même sens. On n'est pas capable, justement parce qu'on est encarté dans ce parti-là, de dire ou non faire à la limite comme les frondeurs l'ont fait au niveau du PS. Donc je crois que c'est ça. Ceux qui viennent maintenant et qui disent nous sommes du côté de Macron, mais il est évident que quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils seront du côté de Macron. Mais justement, parmi tous ces candidats, il y en a beaucoup qui disent je suis en marche et voilà. Je me retrouve, je me reconnais au sein du parti des idées de M. Macron. Je pense qu'il peut se reconnaître dans les idées de M. Macron, mais sauf qu'il ne faut pas être inféodé. Autrement dit, s'il y a des dispositions, des lois qui sont proposées au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit, disons, la majorité présidentielle qui les propose, il faut être capable de dire non. Il faut être capable de dire, mais ça ne convient pas à mon pays. Il faut avoir une posture qu'avaient certains anciens députés de la 4e République, enfin, que Rosan Girard avait, par exemple. Est-ce que la discipline laisse la place au choix? Eh bien, justement. C'est ça le problème. Le problème, je pense qu'il faut aujourd'hui, en tout cas pour ce qui nous concerne, avec les problèmes que nous avons, il faut être en quelque part insoumis. Il ne faut pas se soumettre. Il ne faut pas baisser la garde. Donc vous étiez du côté de M. Mélenchon? Non, je n'étais pas du côté de M. Mélenchon. Je pense que du côté, disons, de la présidentielle, il a posé des problèmes importants. Je crois que du point de vue de la radicalité, je pense que sur certaines questions, il avait profondément raison. J'ai quelques divergences avec lui concernant le regard qu'il a sur la Guadeloupe, que je considère qui est un regard un peu très européocentriste, j'allais dire presque colonialiste vis-à-vis de la Guadeloupe, mais je lui laisse, quand même une chance, c'est celle de plaider pour une 6e République que moi je voudrais fédérale. Autrement dit, la 6e République, si elle doit survenir, je pense qu'il faudrait qu'elle laisse davantage de responsabilités aux régions, comme ça se fait en Espagne, comme ça se fait en Allemagne, etc. Si vous êtes élu député, où irez-vous alors? Dans quel groupe irez-vous? C'est une question récurrente qui est posée aux gens. Où vous allez siéger? Je trouve que tous les députés de la Guadeloupe ont toujours trouvé quelque part où siéger.
Toujours. Alors pour quelle efficacité, je serais tenté de dire? Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a, je prends le cas, je prends le cas de Dominique Larifla, il n'a pas siégé, quand il a fait la rupture avec les socialistes, il n'a pas siégé dans le groupe socialiste. Daniel Marcin non plus, mais Harry Chalus tout récemment aussi, il a fait notre choix. On trouve toujours. J'ai entendu que M. Zerva a proposé la création d'un groupe des élus ultramarins. C'est à considérer, sauf que, bon, je suis réservé là-dessus dans la mesure où je sais que ces élus-là seront de tendances différentes et donc que certains vont suivre les recommandations de la gauche socialiste, de ceux qui sont en marche ou des républicains. Donc il y aura difficilement possibilité de trouver une cohérence là-dedans. Mais l'idée doit être creusée également. Donc où je vais siéger, je verrai. Pour l'instant, vous n'êtes pas... je verrai, ça dit que je pense que, j'ai presque envie de dire que les groupes là-bas ont davantage besoin de moi que j'ai besoin d'eux. Ah oui, pourquoi si, parce que nous allons trouver quelque part où siéger. Il y a des groupes qui sont suffisamment ouverts, de non-inscrits notamment, ou d'autres, où on pourra, disons, se positionner. La seule condition, c'est que je puisse faire entendre ma voix. Donc vous serez forcément dans un groupe d'opposition? Non, pas. C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on appelle le groupe d'opposition. Ou minoritaire. Je ne vais pas aux élections pour être opposé à quelqu'un. Par contre, je veux demander, je vais revendiquer que les propositions qui vont dans le sens du pays, que le président de la République a faites pour la Guadeloupe, que celles-là soient tenues. Parce qu'il a pris des engagements, donc il faudra être vigilant. Donc, pas, au contraire, s'il propose des choses, s'il confirme ses choix. Vous avez cette mission de contrôler l'action du gouvernement. Il faut contrôler, il faut être très vigilant et penser pays, penser son pays. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut faire la différence. Je veux que les Guadeloupéens entendent ça. Aujourd'hui, compte tenu des problèmes essentiels que nous avons, des problèmes de l'emploi, du non-décollement économique, du problème de sécurité, du problème de la baisse de la production locale, de sa taxation, en fait, de ses difficultés, du problème du marché intérieur. Je pense qu'il faut qu'il y ait des élus guadeloupéens, des parlementaires, qui soient capables, disons, d'élever le ton, de parler de notre ton, d'élever la voix. Et de se faire entendre. Mais justement, comment faire pour se positionner, pour être vu, pour qu'on puisse vous considérer en tant que député? 577, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, comment faire pour qu'on soit vraiment en ligne de mire, qu'on puisse vous voir, qu'on puisse vous entendre aussi? Maintenant, à l'Assemblée, c'est-à-dire, quand vous allez à l'Assemblée, vous êtes un député, vous êtes porte-parole des populations. C'est-à-dire que vous avez des associations, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des partenaires sociaux qui vous disent bon, j'ai tel et tel problème, ça relève. Mais vous travaillez en amont dans les groupes? Bien sûr, dans les groupes, mais vous travaillez avec votre population parce que le député ne doit pas être déconnecté de sa population. Je crois que c'est là où il y a un vrai problème de positionnement. Par exemple, s'il s'agit d'aller à l'Assemblée nationale et se contenter de poser une question, on vous donne très peu de temps pour la poser. Le ministre se lève, il a tiré son micro et il vous répond. Et vous vous rasseyez. Et c'est terminé. Et qu'après, quand vous faites le bilan de votre mandature, vous dites j'ai posé 30 questions, 40 questions. Eh bien, ce n'est pas le rôle d'un député, ça. Si le bilan se résume au nombre de questions qu'on a posées, c'est très simple. Je pense qu'il faut batailler ferme. Je pense qu'il faut déjà porter la parole des autres, des populations, des sans-voix qui sont ici et des chefs d'entreprise, mais il faut aussi alerter. Est-ce qu'il faut s'intégrer dans les ministères? Est-ce qu'il faut aller là, mais rencontrer des ministres? Si, mais vous savez que ce sont des lobbies. Mais il faut aussi surtout se fonder sur les gens qui vous ont élus. Autrement dit, quand vous n'avez pas été entendu, vous avez une obligation d'interpeller la presse nationale et la presse internationale, et vous avez une obligation, en revenant ici, de rendre compte et de dire je n'ai pas été entendu. Et puisque je n'ai pas été entendu, eh bien, il faut que les salariés, que les producteurs, que les chefs d'entreprise, que la population se mobilise à vos côtés. Vous êtes un porte-parole de la population. Et je crois que c'est ce qu'il faut vraiment incarner, ce nouveau député enraciné dans son pays, avec ces gens, pour utiliser un terme mélanchoniste. Donc il doit désormais être un élu de proximité. Il est un élu de proximité, disons... pas comme le maire, pas comme le conseiller général, mais en tout cas, il doit être en proximité, il doit être en adéquation. Il n'existe pas sans la population, sans ceux qui l'ont élu, et surtout sans les forces sociales et les forces économiques, disons, dont il doit représenter, défendre les intérêts. Donc je crois que c'est ce qu'il faut bien saisir, et je suis parfois très triste, disons que parfois la fonction de député soit vraiment résumée à une question de poser des questions à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est pas ça. Et de présence. Et de présence.
de présence, il faut être présent autant possible. Il faut être présent sur les questions qui vous concernent. Il faut être présent également sur les questions, disons, qui concernent, disons, la France, des questions de politique extérieure, par exemple. Ça, ce sont des questions importantes, des questions d'immigration. Ça concerne la France et ça vous concerne forcément. Est-ce que vous avez une priorité? Quelle serait vraiment la thématique que vous aimeriez porter? Il y a trois niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est, je l'ai dit, puisque j'ai dit qu'il y a plus d'une année que j'ai décidé d'aller aux élections, en sachant qu'il va y avoir des élections présidentielles et que très probablement, ce ne serait plus, disons, quelqu'un de la tendance de Hollande qui allait être là, et que celui qui viendrait allait faire un certain nombre de propositions pour la Guadeloupe. Donc le premier niveau, c'est que ne pas raconter des histoires guadeloupéennes. Vous avez pris des engagements, vous les respectez en tant que président de la République. Vous les respectez. Il ne faut pas dire après, on n'avait pas dit ça ou après changer. Non, il faut les respecter. Premier niveau, interpellation de la présidence de la République pour rester, disons, fidèle à ses engagements. Le deuxième niveau, c'est le niveau de ce qui concerne la quotidienneté des gens. Nous avons des gens qui l'ont exprimé en 2009, qui ont exprimé un mal-être profond, une réelle souffrance. Il y a des accords qui ont été signés. Ces accords ont été signés, ils ont été en partie, disons, respectés, mais il y a encore des choses qui sont pendantes. Elles sont pendantes qui concernent le logement social, qui concernent la vie chère, le coût de la vie, qui concernent les minima sociaux, qu'on avait promis, disons, d'arriver à une indexation des minima sociaux sur le coût de la vie. Eh bien, ça aussi, il y a des questions comme ça qui sont pendantes. La question de l'eau reste pendante. Il y a des engagements de l'État qui ont été pris dans les accords de 2009. Cela doit être respecté. Il y a le troisième niveau qui concerne, permettez-moi de le dire, des questions de fond. Des questions de fond. La question de fond, c'est quoi? La question de la protection du marché intérieur, la défense de la production locale. Il est évident que c'est une question que nous devons poser. Comment développer, maintenir la production locale avec la concurrence extérieure? Il faut qu'il y ait une taxation sur les produits importés qui concurrencent les nôtres. C'est indispensable. Il y a nécessité de conquérir le marché intérieur. Donc, ce sont des questions de fond qui renvoient certainement à la question statutaire, mais qui en tout cas, disons, signalent bien qu'il faut les régler. Il y a une deuxième question qui me semble qui est très importante, c'est la question de l'impôt. La question de l'impôt. Vous savez, nous payons des impôts ici. Il y a un débat actuellement en Guadeloupe sur la question des réparations. Beaucoup de gens parlent de réparation. Moi, j'ai envie de dire que moi, je propose qu'on répare déjà comment? Eh bien, qu'il y a une domiciliation de l'impôt ici. Autrement dit, que les impôts qui sont payés par les Guadeloupéens restent au niveau de la Guadeloupe. Même si une partie, disons, ce qui concerne les charges de l'État partent à l'extérieur, mais au moins que l'impôt soit domicilié ici, non seulement l'impôt, mais également l'épargne. Et ça permettra justement d'agir sur le développement, que la région puisse gérer ces fonds-là. Donc ce sont des questions, disons, fondamentales. Et il y en a des questions de la langue également, la question du foncier. Ce sont des questions importantes. Alors, Henri Brossillon, rapidement, puisqu'il nous reste vraiment quelques secondes, qu'est-ce qui fera de vous un député différent? Ce qui fera de moi un député différent, je pense que c'est mon engagement constant, jamais démenti. Je pense que les gens me connaissent. Je suis, je pense, celui du parler vrai. En politique, j'ai de qualité, c'est que je ne mens pas et que je dis la vérité aux gens. Et aussi, je crois que c'est l'engagement pour le pays. Je crois que je l'ai montré, je l'ai démontré avec le sens de l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Et puis, disons, quelqu'un qui a une pédagogie, donc qui va expliquer. Il me faudra expliquer ce que je compte faire. Et puis, je pense que le choix devrait se faire dans le débat. Merci, Henri Brossillon. Merci.